On est dans l'après-midi prochainement. Ce track s'appelle Tendance et on va parler de demain. On va parler de ce qui va se passer dans le futur à 3 ans, je dirais, de perspective, de prospective et de veille techno. Alors, pour démarrer, Georges Naon, d'Orange, Orange Labs, dirige une cellule qui se trouve en Californie, dans la Silicon Valley, où il observe, où il est un petit peu la personne qui est l'éclaireur d'Orange dans la Silicon Valley. Et donc, il va nous faire une présentation sur les tendances de la Silicon Valley. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à toutes. Je voudrais dire aux personnes qui attendent derrière qu'il y a encore quelque chose de ce côté-là, enfin, si vous pouvez vous glisser. Oui, bonjour et merci aux organisateurs de m'avoir invité. En fait, nous avons 65 personnes à côté de San Francisco dans un centre qui a maintenant 10 ans et qui est un mix entre recherche et développement et anticipation. Alors, ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, c'est de partager avec vous les observations que nous faisons des tendances de la Silicon Valley et surtout essayer de vous montrer à quel point la Silicon Valley continue d'avoir un impact très important sur non seulement notre secteur au sens large, c'est-à-dire IT, télécom, mais également l'ensemble de l'économie mondiale et de la société au sens large. Et donc, il y a beaucoup de choses là, je suppose, vu vos profils, enfin ce que j'ai compris de vos profils que vous devez connaître. En fait, ce que je vais essayer de faire, c'est plutôt d'articuler dans une vision un peu plus long terme ce qui est en train de se passer en vous rappelant un certain nombre de choses. D'abord, cette vue de la Silicon Valley, je suppose que vous y êtes allé. Donc, géographiquement, je ne vous apprendrai pas grand-chose en vous rappelant que c'est entre San Francisco et San José d'un côté, entre les autoroutes 280 et 101, mais surtout entre l'université de Stanford et l'université de Berkeley. Donc cette carte que j'ai préparée, que j'ai mise à jour hier soir avec les cours de clôture de Wall Street, vous montre surtout un phénomène assez extraordinaire qui est la concentration dans un rayon de 30 km environ autour de Stanford des plus grandes sociétés de high-tech dans nos secteurs dans le monde. Alors ce que vous voyez indiqué avec le gros B, là, c'est la capitalisation boursière de ces entreprises à la clôture de Wall Street hier soir. Ce que vous voyez aussi, c'est des sociétés qui disparaissent, là, comme Sun, et en dessous de Google, il y avait Silicon Graphics. Quand je dis en dessous, Google est vraiment installé sur l'ancien campus de Silicon Graphics. Et vous voyez des choses assez extraordinaires, comme le fait par exemple que Apple aujourd'hui est quasiment la plus grosse capitalisation boursière. J'ai mis pour référence Orange, c'est à peu près là où nous sommes, et Microsoft dans le quartier général n'est pas ici bien sûr, pour vous donner une idée des ordres de grandeur aujourd'hui que nous observons. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est LinkedIn qui est rentré il y a peu de temps sur le marché financier, qui a atteint 9 milliards, et surtout les nouveaux, là, comme Facebook, qui ne sont pas encore cotés en bourse, mais dont on évalue aujourd'hui, comme pour Zynga, qui doit déposer aujourd'hui même sa demande d'entrée en bourse, donc les jeux sur Facebook, est évalué autour de 15 milliards de dollars. Facebook entre, vous voyez, 76 et 100 milliards. Twitter, 7 milliards. Donc il y a ici une concentration incroyable de ressources, de compétences et surtout d'influence, non seulement aux États-Unis, mais bien sûr en dehors des États-Unis. Plus de 50% du chiffre d'affaires de ces entreprises est réalisé en dehors des États-Unis. C'est vous dire l'influence que ces entreprises ont. Alors, il y a une carte assez intéressante qui est sortie il y a peu de temps qui montre comment les différentes compétences s'organisent géographiquement dans la Silicon Valley. Ça ressemble à ce que c'était à l'époque des dot-com, où vous voyez en fait simplement l'apparition de maisons qui n'existaient pas vraiment beaucoup à l'époque des dot-com, comme ici autour de Google, bien sûr. Vous voyez également, ils ont repris la police de Facebook, le coin des incubateurs autour de Palo Alto. Ça a toujours été vrai, mais ce n'était pas autant dans le soft et les services que c'est le cas aujourd'hui. Et donc, à San Francisco, traditionnellement, tout ce qui est lié au soft, au design, aujourd'hui, on trouve beaucoup tout ce qui est médias sociaux. Alors aussi, juste pour vous donner une idée des poids, à la clôture de Wall Street hier soir, j'ai indiqué ici les 6 plus grosses capitalisations de la Silicon Valley. Vous voyez qu'on arrive pour hier soir à 900 billions de dollars, donc c'est des milliards en français. Et c'est assez bas là, alors que d'habitude c'est plutôt entre 950 et 1 trillion de dollars, donc un billion de dollars en français. Et là sur le côté, je ne sais pas si vous pouvez voir de loin, mais j'ai indiqué les capitalisations boursières des grandes maisons, plus de l'establishment, dont d'ailleurs France Télécom, mais il y a IBM, ATT, les sociétés
comme Dell, les sociétés de télécom, et on voit que les ordres de grandeur sont en fait comparables. Simplement, la concentration dans la vallée est énorme. Alors, un mot sur le capital risque qui permet de comprendre ce qui est en train de se passer avec un prisme qui n'est pas celui de la technologie purement et simplement, pour vous dire qu'en fait, le capital risque est revenu dans la vallée à un niveau un peu au-dessus où il était avant l'effondrement le plus récent. Je ne parle pas de la crise des dot-com, mais l'effondrement le plus récent avec la crise financière. Et donc, il y a pas mal d'enthousiasme aujourd'hui, et d'autant que l'essentiel de ces investissements, vous voyez, sont en Californie, pour ce qui est du capital risque américain, qui est suivi par, en réalité, la région qui tourne autour de Boston avec le MIT Harvard. Ça, c'est toute la Californie. Si on prend juste la région de San Francisco et la Silicon Valley, ça représente en moyenne 35 à 40% de la valeur des sommes investies par les sociétés de capital risque américaines aux États-Unis. Donc, ça, c'est un signe d'optimisme. Mais la raison principale pour laquelle je vous le montre, c'est l'enthousiasme autour du monde des médias sociaux. Vous vous rappelez, est-ce que c'est important de le faire pour vous qui êtes de ce monde? San Francisco et la Silicon Valley, mais surtout San Francisco est vraiment devenu depuis 2-3 ans la Mecque de toutes les grandes conférences de développeurs. Pourquoi je dis depuis quelque temps? Parce que des gens comme Twitter et Facebook, par exemple, n'étaient pas connus, donc il n'y avait pas de conférence développeurs. Salesforce maintenant fait sa conférence développeurs. Bon, il y a tous les autres, hein, les suspects habituels, Apple, etc. Donc ça reste une région. Il y a un tropisme extraordinaire dans cette région qui en fait d'ailleurs toujours aujourd'hui, après tant d'années, une région tout à fait incroyable. Alors dans le domaine qui est celui du mobile, qui est un domaine qui fait que nos différentes industries se rejoignent de plus en plus, je veux dire l'IT et les télécoms. Donc voilà, ça sort d'un article du New York Times d'avant-hier. Là, c'est le patron de la recherche de Nokia dans la Silicon Valley et qui dit pour être globalement concurrentiel, il faut avoir une présence dans la vallée. Et ça, c'est le CTO de la société Ericsson. Il s'appelle Ericsson, mais ça s'écrit différemment. Et il n'est pas propriétaire d'Ericsson. Et il dit l'épicentre de l'industrie du mobile, en fait, est parti des pays nordiques, s'est déplacé des pays nordiques dans la Silicon Valley, pour à peu près entre Apple et Google, géographiquement. Et donc, ça vous donne une idée quand même du regain de puissance de la vallée qui est passé par une période un peu incertaine il y a 4-5 ans et qui s'en est remis. D'ailleurs, même Obama, vous avez sûrement vu cette photo du dîner d'Obama quand il est venu lever des fonds dans la vallée. Mais enfin, ce qui est frappant, il y a plusieurs choses. Il y a des choses assez émotionnantes, comme dirait un ancien président de la République. Là, vous avez Steve Jobs, vous avez ici la nouvelle génération, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est Mark Zuckerberg, et vous avez tous les gens qui comptent dans la vallée, dont notamment le président de l'université de Stanford, qui est lui-même un entrepreneur, qui est propriétaire de plusieurs entreprises de start-up, mais vous avez aussi l'establishment avec Cisco ici, vous avez Larry Ellison, et vous avez bien entendu le symbole du capital risque dans la région, qui est John Doerr, qui est vraiment le principal de cette société qui s'appelle Kleiner Perkins, etc., etc. Il y a plusieurs noms derrière. Donc je pense que ça montre à quel point dans la vie américaine, y compris dans la vie économique, mais surtout politique, la reconnaissance du poids et de l'influence de la Silicon Valley est important. Il n'y a pas d'autre chose comme cela. On n'a pas vu d'autres photos de dîner d'Obama dans le secteur de, je ne sais pas moi, de l'automobile ou de la peinture. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que, et ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que le changement est en train de changer lui-même, comme disait naguère Alvin Toffler, dont on a parlé tout à l'heure, un futurologue américain. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que nous avons l'impression que ce qui se passe aujourd'hui, du fait que nous vivions tous à l'intérieur de ce qui se passe, et nous sommes des utilisateurs et des développeurs de ce qui se passe, nous n'avons pas assez de recul pour comprendre l'importance sismique de ce qui est en train de se passer dans nos industries. Et donc faire des prévisions dans ce domaine, c'est, selon nous, terriblement audacieux et terriblement risqué. Et alors j'aime bien rappeler cette phrase de ce général prussien qui disait, en fait, en langage militaire, aucune stratégie ne résiste au contact avec l'ennemi sur le terrain, ce qui traduit en termes économiques, aucun business plan ne résiste à sa rencontre, à sa confrontation avec le marché. Donc on se garde bien de faire des prévisions dans ce domaine-là, de la high-tech, surtout en ce moment, mais ça ne nous empêche pas quand même
même d'essayer de suivre les vagues, les streams qui sont en train de se présenter à nous. Alors, voici quelques éléments intéressants. Apple, vous voyez, le 28 mai 2010, a commencé à être plus gros en capitalisation boursière que Microsoft. Donc c'est historiquement quelque chose à remarquer. On se souvient que Apple était au bord de la faillite. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un anniversaire. Est-ce que dans la salle, quelqu'un sait de quel anniversaire il s'agit? Le 29 juin. Il y a 4 ans. Bravo, voilà, sortie de l'iPhone. Ça fait déjà 4 ans, quand même. Donc, l'autre événement intéressant, c'est en juin 2011, à un moment donné, la capitalisation boursière d'Apple était supérieure à la somme de celle d'Intel et de Microsoft, donc de Wintel. Donc c'est pareil, ce sont des choses qui marquent quand même les évolutions dans l'histoire de notre secteur. Et vous voyez qu'aujourd'hui, avec ses réserves en cash, Apple pourrait racheter Nokia, RIM, HTC et Motorola. Donc c'est intéressant de mettre en perspective ces ordres de grandeur immenses. Vous vous rendez compte ce que ça représente, 70 milliards de cash, la puissance d'acquisition de ces sociétés. Enfin, Google est un peu dans le même domaine, je crois qu'ils ont 40 milliards, 35 à 40 milliards, Microsoft, etc. Donc on est dans un modèle aujourd'hui de transformation puissante, rapide de l'environnement. Ça, c'est une slide de Kleiner Perkins, de Madame Marie Meeker, là, qui fait toujours des présentations magnifiques et très intéressantes sur l'évolution d'Internet, et qui stigmatise ici ce phénomène qui est que les ventes combinées de tablettes et de smartphones viennent de dépasser les ventes de PC et notebooks combinés. Donc ça c'est pareil, je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Il y a toutes sortes d'informations aujourd'hui qui laissent penser en provenance des fabricants de PC que leur tendance c'est plutôt de réviser à la baisse leurs prévisions de vente de laptops et de PC. Donc on est parti dans un mouvement inévitable, comme on dit beaucoup dans la vallée, c'est le mot à la mode, en ce moment inévitable ou irréversible, si on veut être un peu plus prosaïque. Un autre phénomène intéressant, c'est que l'utilisation des apps mobiles ont généré plus de trafic browsing sur Internet que le browsing. Donc, ce qui veut dire en clair que si vous regardez ici à ce passage-là, le temps passé avec des apps sur les smartphones pour aller sur le web, maintenant est plus important que tout ce qui peut être fait en dehors des smartphones avec les PC pour naviguer sur le web. Donc, ça, c'est pour les États-Unis, donc je ne connais pas les stats pour le monde. Et enfin, même sur les réseaux Wi-Fi aux États-Unis, tout ce qui est mobile, c'est-à-dire les tablettes qui se connectent en Wi-Fi et les e-books et les smartphones, ont dépassé maintenant en consommation, en Wi-Fi, en mode data bien sûr, la consommation des PC, qui étaient surtout d'ailleurs à l'époque des laptops. Donc ça, ce sont des signes intéressants pour essayer d'anticiper ce qui va se passer. Regardez les mobile payments, tout ce qui est paiement mobile. PayPal vient d'annoncer qu'il traite aujourd'hui 10 millions de dollars par jour. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'ils étaient à 6 millions en mars, donc il n'y a pas tellement longtemps. Donc la croissance est substantielle. Ils ont déjà 100 millions d'utilisateurs actifs pour ce qui est du mobile. Bien sûr, c'est encore loin de la totalité des volumes de paiement, mais c'est quand même assez intéressant. Vous avez peut-être entendu parler de cette société Square qui a inventé un truc tout simple, qui est ce petit cube qu'on vous envoie gratuitement par la poste, que vous mettez dans votre iPhone pour le moment. Vous pouvez le mettre aussi sur des Android. Et vous devenez vous-même un point de vente. Vous vous installez comme marchand et il faut bien sûr s'enregistrer sur leur site et ça vous permet de lire les bandes magnétiques des cartes de crédit. Donc, ce qui est arrivé, en fait, vous voyez, ils ont démarré il y a 8 mois, ces gens-là. Ils ont déjà à 2 millions par jour, 2 millions de dollars. Et là, hier, ils ont annoncé un investissement de 100 millions qui est arrivé de Kleiner Perkins. Et donc, la boîte est valorisée à 1 milliard de dollars après 8 mois. Alors, bon, bien sûr, c'est des effets pré-bulles, tout ce que vous voulez. Mais Kleiner Perkins, c'est quand même pas le petit venture capitaliste du coin. C'est quand même quelqu'un qui pèse, qui a investi dans Google, dans des grandes maisons. Donc, ces tendances-là, vous voyez, nous laissent penser que beaucoup de choses sont en train d'être transformées de façon inévitable. Alors, un point qui nous intéresse tous, surtout dans cette conférence, c'est j'ai trouvé que c'était intéressant, c'est un prof de Stanford qui disait ça dans une interview récemment, il disait en fait, l'innovation dans l'IT aujourd'hui est principalement le fait
des consumers, c'est-à-dire du grand public. Parce que le grand public a à sa disposition beaucoup plus d'outils sophistiqués qu'il n'en trouve en rentrant dans l'entreprise. Parce que l'entreprise a quand même les entreprises établies, bien sûr. Hein. Il y a toutes ces questions de sécurité, il y a ces questions de legacy dans les entreprises qui font qu'on ne peut pas se pointer avec son iPad auprès de son directeur informatique en disant je veux l'accès à l'email comme ça. Alors, ça se fait de plus en plus parce que ça passe par la fenêtre, mais c'est très intéressant de voir ça et c'est reflété par où aujourd'hui va l'argent des VC, des sociétés de capital risque, dans la vallée. Et vous voyez en vert la croissance de l'investissement dans le secteur des technologies consumer, donc dans les startups, par opposition ou par comparaison, je devrais dire, avec ce qui se passe pour le plus traditionnel, c'est-à-dire pour le secteur technologie pour les entreprises. Donc ça c'est pareil, hein, ça veut dire qu'il y a une aspiration de ce côté-là. Vous rappelez aussi que hier ou avant-hier, l'email a eu ses 40 ans, a fêté ses 40 ans. Et la raison pour laquelle je l'indique, c'est que en même temps que l'email a passé 40 ans et que c'est toujours très solide, il y a tous ces phénomènes de nouvelles formes de communication que nous utilisons probablement tous. Là, je n'ai même pas mentionné l'instant messaging, mais c'est presque devenu vieux maintenant, mais qui montrent à quel point même des paradigmes qu'on pensait établis pour toujours, puisque l'email remplaçait le mail terrestre, sont en fait aujourd'hui en train d'être complétés de façon massive par des choses comme Facebook et toute la communication sociale. Donc voilà ce qu'on disait à l'époque du lancement commercial du mail par des sociétés comme Honeywell. Mais qu'est-ce que c'est donc que l'électronique mail? Bon, je mets ça en perspective parce que quand même ça rappelle qu'il y a longtemps, mais finalement bon, c'est assez proche de nous. Vous rappelez aussi que le soft devient de plus en plus vieux. L'ensemble de l'économie mondiale, c'est pas à vous que je vais expliquer ça, tourne sur du code qui a le plus souvent le code core à entre 25 et 35 ans en moyenne. Donc il est normal qu'aujourd'hui, il faille s'attendre à des ruptures dans ce qu'on appelle l'informatique. Et elle est en train d'arriver, et de façon très subversive, puisqu'il n'y a pas de release, hein, ça se fait tous les jours. Alors j'ai trouvé dans un papier très intéressant d'un gars qui fait du capitalisme qui s'appelle Suster, qui a expliqué que en fait, de façon très, très simplifiée, hein, l'open source et l'horizontal computing qui ont remplacé en fait ce qu'il y avait avant, donc le vertical computing avec tout intégré, donc voilà, en fait a évolué vers ce modèle de l'open cloud qui est en fait la manifestation d'un acteur totalement inattendu, qui est Amazon, un vendeur de bouquins en ligne, et qui a en fait, même si en Europe vous ne le sentez pas autant qu'on le sent aux États-Unis, c'est quand même encore maintenant le leader mondial de l'open cloud. Avec tous ces trucs qu'ils ont lancés de façon incrémentale. Et au début, Amazon Web Services, enfin le cloud d'Amazon on utilisait les ressources existantes d'Amazon de façon marginale. Maintenant, il y a un compte d'exploitation séparé. C'est quasiment une société à l'intérieur d'Amazon. Donc c'est un business, c'est quand même étonnant qu'une maison qui avait démarré comme une librairie en ligne soit devenue un acteur aussi important. Et donc tous les autres que vous voyez sur cette slide, vous les connaissez probablement tous, dont RightScale et Twilio, ce sont les maisons qui se sont créées autour du halo qui a été créé par Amazon. Donc la rupture que Amazon a engagée n'est pas terminée. Elle s'appuie également bien sûr sur l'open source et elle s'appuie sur les langages créés par les géants de l'Internet, donc essentiellement Yahoo, Google et Facebook, autour de Hadoop, donc de la famille Hadoop, Bigtable, MapReduce et Cassandra, enfin vous les connaissez sûrement, qui sont en train en fait de transformer la façon dont on aborde l'informatique. Rapidement, pour vous qui connaissez tout ça, remettre en perspective les évolutions technologiques de la vallée avec les différentes vagues. Je ne vais pas m'étendre, mais ça a démarré ici avec des oscillateurs. HP a démarré avec des oscillateurs pour l'armée américaine, les microprocesseurs, les PC, les bases de données relationnelles, les tableurs, les stations de travail,
les premiers réseaux, la première vague Internet, la deuxième vague Internet, et là où nous sommes en ce moment, là, avec des choses qui étaient totalement inattendues. Personne n'avait prédit que Apple serait un acteur majeur dans le téléphone. De la même façon, personne n'avait prédit le cloud, Android encore moins. Enfin bon, et surtout, j'allais oublier la virtualisation. Bon. Donc nous sommes là. Donc nous pensons que ça c'est pas du tout linéaire ce qui va se passer. Vous voyez, tout ça a l'air d'être assez logique en fait comme déroulement, mais en fait ici on sent bien avec le web social qu'on va plus être dans un modèle totalement linéaire. Donc, si on devait s'arrêter là avec la présentation, voilà les vagues que nous voyons arriver, enfin que vous devez connaître, mais je les remets en perspective. Donc, social, local, mobile, real-time, système de paiement alternatif comme les NFC, Bitcoin et ces choses de genre-là. Voilà, s'il n'y avait qu'un truc, où va l'argent aujourd'hui? L'argent va massivement dans les startups qui investissent ce domaine. Deuxième chose, la liquéfaction du hardware, donc le fait que le hardware devient une commodité qui vient plutôt de Chine, mais pas seulement, et qui a donné surtout lieu à la virtualisation et au cloud. Donc en termes d'investissement, si on prend ça comme critère pour définir où la dynamique est en train de s'amorcer, virtualisation et cloud. Vous avez derrière le fait que les anciens médias, donc tous ceux qu'on connaît, la télé, la presse, sont en train d'être déstructurés, comment on dit ça, je sais pas, enfin délaminés. Donc on enlève les couches, comme ça s'est passé pour les télécoms, hein, où on a séparé la concurrence, a obligé en fait les télécoms à séparer leur business en différentes choses, différentes couches. Et là, ce que l'on voit notamment, et je vais vous en redire un mot, c'est l'arrivée du live sur le web, pas sur l'IPTV, mais sur l'over the top, et avec des destinations qui ne sont pas uniquement le téléviseur. Ça nous paraît évident, mais quand on l'écrit, on se rend compte qu'il y a quand même des changements importants. Le PC, bien sûr, la tablette, le mobile, et bien sûr aussi le téléviseur connecté. Les capteurs partout, c'est en marche. Disons que c'est peut-être dans toutes ces vagues celle qui était la plus prévue et celle qui a l'air de suivre plus ou moins la roadmap que les prévisionnistes avaient vue, avec un tout petit peu de retard. Mais là, ça va donner lieu à des choses très intéressantes en termes d'innovation dans les réseaux, dans le soft et dans les applications, puisque, comme vous savez, les capteurs ont un mode de comportement intermittent dans la façon dont ils envoient leurs informations. Et il y a énormément de choses à inventer dans ce domaine. Donc le machine learning, predictive analytics et data visualization, ça revient sous une forme web, en fait, sous une forme qui est liée au phénomène du big data, donc cette production énorme, continuelle d'informations non structurées sur le web. Et il y a énormément d'argent aujourd'hui qui va dans la data visualisation et l'analytics, mais l'analytics prédictif temps réel, enfin quasiment temps réel. Enfin, on est passé, comme disait Steve Jobs, à l'ère du post-PC. Donc là, c'est très clair. Vous avez vu les stats au début d'usage. On voit bien que le mouvement est amorcé. Ça peut prendre encore un peu de temps pour devenir violent, comme la chute de RIM, comme la chute de Nokia. Personne ne disait il y a 2 ans que ces entreprises allaient mettre un genou par terre, comme c'est le cas maintenant en fait. Hein. Et pourtant, c'est arrivé. Donc ça peut arriver très brutalement après une période de baisse douce. C'est la raison pour laquelle il y a là aussi des espaces d'investissement et d'innovation intéressants. Enfin, ce qui est très intéressant dans la structure de l'industrie, c'est que le monde redevient vertical. Regardez Oracle qui a, après le rachat de Sun, qui est devenu un peu l'IBM des années 60 en fait. Hein. Donc il y a la volonté et puis la quantité d'argent disponible, de cash dont disposent ces boîtes pour faire des acquisitions très rapidement, explique en fait cette dynamique vers la verticalisation. Même Apple d'ailleurs a acheté il y a déjà 3-4 ans un fabricant de processeurs compatibles ARM. Donc là maintenant, il reste 12 minutes, donc je vais essayer de vous dire un peu mieux ce que l'on voit. Cette résurgence de l'intérêt dans la tech est attestée par les différentes vagues d'investissement. Vous voyez là, je fais référence notamment à Facebook, LinkedIn et Twitter. Et au point que les gens se demandent si on est revenu à une période de type .com, donc une espèce de ruée vers l'or, mais donc de l'or qui est naturellement dans ce cas et plutôt de l'or numérique.
Alors, regardez un peu ce qui s'est... C'est des résultats qui sont sortis avant-hier, ça. Donc, les sociétés de capital risque américaines, au premier trimestre de cette année, ont investi 2,5 milliards de dollars sur un total de 5,9, c'est-à-dire 43%, hors Facebook, hors Groupon, dans des sociétés de social media. Alors, est-ce que ça va tenir? Il paraît que le mois dernier, juste le mois dernier, c'était déjà de l'ordre de 1,5 milliard, juste pour un mois. Alors là, on était à 2,5 pour 3 mois. Donc il y a vraiment une dynamique de ce côté-là, et ça ne concerne pas seulement le consumer market, hein, ça concerne également le marché entreprise. Et on voit ici la constellation autour de Facebook, vous ne pouvez pas le lire très bien de loin, mais enfin, il y a une autre slide derrière qui le détaille un peu plus. Vous avez toute une constellation de sociétés dans le monde social, en fait, de l'Internet social, qui est en train de prendre une importance considérable. Et du coup, on voit revenir les entrées en bourse, les fameuses entrées en bourse qui étaient à l'origine, si vous vous souvenez au moins en partie, de l'effondrement du premier web, du web 1. Groupon, vous voyez 15 milliards à 25 milliards de dollars de valorisation. Zynga, je vous disais, qui rentre en bourse, qui va faire son dépôt aujourd'hui. Pandora, qui est l'équivalent de 10 heures à peu près quoi, aux États-Unis. Bon, ils ont atteint le premier jour 4 milliards. Bon, c'est une société qui a quasiment pas de revenus. Bon, ils sont retombés depuis à un peu plus de la moitié. Vous voyez que LinkedIn, ça a été quand même la première grosse surprise, quasiment 9 milliards de dollars le premier jour de cotation. C'est une société qui a des revenus de 243 millions de dollars en 2010. Donc, vous voyez, c'est totalement disproportionné. Mais donc, soit il y a beaucoup d'argent, soit il y a beaucoup d'espoir, soit c'est solide sur le long terme, ou les trois réunis. Ce qui fait que beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'on est rentré dans une période de pré-bulle ou de pré-boom, en fait, ou tout simplement une phase d'expansion incroyable, à nouveau, qui n'était pas du tout prévue par les prévisionnistes. Et des gens disent la chose suivante, la Silicon Valley est arrivée à un croisement dans sa vie, en fait, entre un monde de science qui a toujours été science appliquée, science fondamentale, qui était vraiment sa raison d'être, son ADN, et le monde du divertissement. Alors, est-ce qu'elle va continuer à investir et à se développer dans la science vraiment réelle en rupture, ou devenir un endroit là où se développe aujourd'hui Facebook, YouTube, Zynga, Twitter, Netflix, le centre du média web, comme New York est le centre des médias, des news et de la pub, et Los Angeles, le centre des médias de divertissement. Donc il y a vraiment cette question en l'air en ce moment, parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'argent qui part dans ces domaines-là que dans les domaines plus traditionnels. Et notamment, une des raisons est la puissance de l'over the top. Donc je suppose que vous êtes familier de ce truc-là, c'est l'idée de développer, enfin, tout ce qui se développe, de Google à Facebook, c'est fait au-dessus du nuage et pas au niveau des infrastructures basses. Donc d'une certaine manière, c'est des gens qui utilisent les investissements que font les opérateurs comme Orange pour développer des business au-dessus. Très bien, enfin bon voilà, c'est comme ça. Alors la vidéo joue un rôle, on le sait, énorme d'abord parce que la vidéo en octets pèse pour la même quantité d'informations pertinentes, beaucoup plus que du texte ou de l'image, mais ça n'arrête pas de monter. Et vous voyez, là, je vous ai mis quelques statistiques, mais bon, elles sont disponibles sur le web. Hein. J'ai juste repris des choses qui sont disponibles pour vous montrer les tendances. Bon, YouTube et Google restent dominants, mais il y a des tas d'acteurs là qui n'existaient pas il y a quelque temps. Donc Apple n'était pas dans ce classement. Vous avez donc Microsoft avec Bing Video. Hulu n'a pas cessé de monter. Hulu, c'est un joint venture entre 2-3 studios américains. Et vous voyez les prévisions de Cisco là, que j'ai reprises, qui indiquent ils ont un rapport qui est formidable, que vous devez connaître sûrement, qui est téléchargeable sur l'évolution du trafic Internet, et où ils prédisent, moi je suis assez d'accord, nous sommes tous un peu assez d'accord avec leurs prévisions, bon, le trafic vidéo qui est énorme va être infiniment plus énorme en 2015 et va dominer en fait tout le trafic Internet.
Netflix, qui est une société très intéressante, qui a inventé l'envoi de DVD par la poste avec une formule d'abonnement forfaitaire, c'est-à-dire vous en commandez autant que vous voulez à condition que vous les renvoyiez rapidement par la poste. Et ce sont des gens qui ont trouvé qu'ils allaient atteindre finalement les limites de ce modèle, puisque bon, il faut acheter des titres, ça coûte cher et l'envoi par la poste coûte très cher. Et donc ont développé, ça c'était leur modèle qui existe toujours, ils ont développé un modèle de streaming qui fait que aujourd'hui, aux États-Unis, on dit que Netflix représente pas loin de 30% du trafic Internet, donc jusqu'à l'abonné. Donc ça traverse pas tout Internet, puisque ça réside très largement dans les centres, dans les CDN en fait, donc sur les bordures du réseau. Mais malgré tout, sur la partie qui est entre le réseau et l'utilisateur final, Netflix représente aux heures de trafic 29, quasiment 30%. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que Netflix a déjà plus d'abonnés payants, dont moi d'ailleurs, que Comcast, qui est le plus gros réseau de câbles aux États-Unis et le plus gros ISP. Aux États-Unis, ce ne sont pas les compagnies de téléphone qui sont les plus grosses ISP, ce sont les câblo-opérateurs, parce qu'ils ont déployé beaucoup plus vite que les telcos du haut débit sur leur réseau qui était déjà assez bien fibré. Et vous voyez que même cette tendance de la vidéo que Cisco évoque, on la voit dans ce qui a été annoncé il y a peu de temps, où Warner a diffusé sur Facebook. Facebook devient une plateforme d'accès à de la vidéo, donc ça va sûrement se développer, des titres premium que l'on peut acheter directement depuis Facebook. Vous voyez que la HD est disponible non pas en IPTV, mais sur le web, soit sur votre PC, soit sur votre téléviseur, à condition d'avoir le raccordement qu'il faut. Et de plus en plus, donc ça c'est la ligue de baseball américain qui a sa chaîne de télé, qui est reprise par des chaînes de câbles, mais vous voyez, ils vous fournissent sur une Apple TV ou des tas de boîtiers du même genre, ils vous fournissent des matchs en live. Donc vous avez du live maintenant qui arrive, ce que j'indiquais tout à l'heure, et nous on pense que c'est une tendance qui va s'accélérer. Et pas seulement pour les chaînes de télé établies, mais pour des producteurs de programmes qui vont, comme la MLB, qui vont se mettre à diffuser en live. Et par exemple, quand vous êtes à San Francisco, vous pouvez ni par la télé par câble, ni par le satellite, voir des matchs par exemple qui se passent à Philadelphie. Et bien maintenant, par le web, vous pouvez les avoir. Donc c'est quand même une modification importante de ce qui est en train de se passer. Et donc ça provoque un début de phénomène intéressant, c'est qu'avec tous ces services de vidéo over the top, Blockbuster a fait faillite, eh bien vous avez des gens qui commencent à couper leur abonnement au câble. Il faut que j'aille un peu plus vite. Et donc, on voit une tendance aussi accompagner celle-là, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de la télé aux États-Unis que le nombre de téléviseurs dans les foyers a baissé, alors que la tendance était inverse. Dans le social web, je vais aller vite parce que ça vous connaissez très bien, le défaut va devenir social. Nous pensons qu'on est là-bas sur place, on voit bien de quoi les gens parlent, aussi bien dans les conférences que dans les parties. Tout devient centré autour du web social. Plus personne ne s'intéresse au web de site. Et bon, vous savez qu'on est à plus de 750 millions suivant qui dit ça. Twitter est maintenant devenu gros et de plus en plus gros. En plus, ils ont une politique aujourd'hui de développement. Maintenant qu'ils ont changé le management, qu'ils ont repris du financement, en fait, Twitter n'a pas fini de faire parler de ses innovations. Vous avez vu que maintenant, on peut attacher des photos, donc c'est pas fini. Et là, hier, ça a été annoncé tout à l'heure par l'autre conférencier avant moi. Donc Google commence à réagir en annonçant son projet contre Facebook qui s'appelle Google+, qui est une sorte de constellation de services de Google interconnectés. Donc c'est du social. Et en fait, on voit dans cette slide encore de Marie Meeker que tout ce qui est en termes de mail, par exemple, le mail a été dépassé par l'usage des réseaux sociaux, à la fois en nombre d'utilisateurs qu'en minutes. Donc, et c'est déjà arrivé. Donc, c'est un phénomène qui ne va pas s'arranger pour le fixe. Et donc, c'est le mobile computing qui domine. Les smartphones dominent avec les apps. Et là, on voit le moment, on en a parlé tout à l'heure, en consommation Internet. Vous voyez le croisement entre les internautes mobiles, les internautes fixes. On voit que le croisement était prévu et il se produit. Le tout passe en temps réel sur le web. Et en fait, l'idée que les streams
popularisés par Facebook et qui sont repris par Twitter, nous laissent penser qu'on est en train de voir arriver la fin du web de destination, le web de site, et ce qu'on appelle la désagrégation du web, avec ce besoin permanent qu'ont les gens de ce qu'on appelle du recentism en anglais. Donc en français, ça serait le maintenantisme ou le récentisme. Ce qui compte, c'est ce qui se passe maintenant. Et on voit d'ailleurs comment Twitter a changé. Donc au début, ils avaient cette phrase « What are you doing ?» Qu'est-ce que vous faites? Et c'est devenu maintenant « What's happening ?» Donc c'est devenu un média, en fait. Et d'ailleurs, les médias traditionnels ne s'y trompent pas, travaillent beaucoup avec Twitter. Mais ça pose un certain nombre de problèmes dans la société. Le récentisme, maintenant, prend le pas sur la qualité. Donc les gens sont plus intéressés par ce qui est récent que par ce qui a de la qualité. Ce qui est urgent est plus important que l'important. Et il y a cette espèce de compulsion à répondre instantanément et à participer instantanément. Donc il y a une transformation du comportement des gens qu'on voit également dans le search, où le search est de plus en plus le fait des recommandations des gens qu'on connaît, de son graphe social, à la fois sur Facebook ou sur Twitter ou sur LinkedIn. Et donc on voit dans les statistiques la montée du search qui vient par le social plutôt que le search algorithmique de Google. Vous avez ce phénomène des boutons que vous avez vu, qui est quand même pas neutre. Même Wikipédia vient d'annoncer le sien avant-hier, qui s'appelle Wikilove, qui a la même vocation. C'est-à-dire vous cliquez quand un article vous a plu. Pour nous, c'est la bataille entre les likes de Facebook et les links donc, de Google. Donc vous avez ici l'algorithmique et ici l'heuristique, en fait, l'humain. Et on le voit en bas là avec la force qu'ont ces réseaux sociaux, y compris pour l'identification. Donc déjà, ces boutons, dans le cas de Facebook, les gens qui participent aux boutons ont pu montrer qu'ils augmentaient leur revenus, la fréquentation de leur site physique, donc leur boutique. Et vous voyez que Google a été amené à mettre son propre bouton pour concurrencer celui de Twitter, de Facebook. Twitter a annoncé son follow. Et d'ailleurs, le search, même chez Google, ce qui est très curieux, qui m'a frappé, c'est que Google a dissous sa division search, et je crois que j'ai fini, et l'a appelée la division knowledge. Donc je vais essayer de passer rapidement sur les autres slides. Microsoft fait pareil avec Bing, intègre des choses sociales. Je voulais vous dire ceci, c'est que le bouton, le Facebook Connect, ce protocole Facebook Connect est un protocole qui en fait de Facebook un super web en fait. Donc oui, c'est leur objectif de faire en sorte que toutes les applications, tout ce qui se passe sur le web, y compris en fréquentation, le mode défaut des utilisateurs, ce soit l'entrée dans Facebook par le fixe ou par le mobile. Et donc les gens pensent que Facebook est en train de devenir le nouveau AOL, si vous vous souvenez de ce qu'était America Online, et avec cette idée que même maintenant Facebook trouve une concurrence dans Twitter avec cette question liée au graphe d'intérêt. Pour simplifier, le graphe social, c'était les connexions sociales entre les gens, ça c'est Facebook, et le graphe d'intérêt, c'est un nouveau truc, ce sont les sujets que les gens discutent entre eux sur Twitter. Voilà. Donc, j'ai plus le temps. J'aurais d'autres choses à vous dire. Je suis désolé, c'était plus long que je pensais. Si vous avez des questions, je suis prêt à répondre, mais il doit rester 1 minute. Merci de votre attention. Alors, merci à Georges Naon. On va essayer de prendre des questions depuis Casablanca. Okay. Est-ce que Nabil nous entend? Ah. En principe, le duplex fonctionnait. Ou alors, on va commencer ici, peut-être. Alors, on peut commencer par une question ici. Alors, est-ce que quelqu'un veut poser la première question? On vous entend. Nabil, est-ce que tu veux lancer une question? Allez-y, commencez. J'ai le temps de poser la question aux gens pour savoir s'il y a une question. Donc, allez-y. On commence une question dans la salle française. Bonjour à tous, puis merci pour l'exposé, c'est très intéressant. J'ai une petite question. On voit beaucoup de sociétés qui gagnent beaucoup d'argent en utilisant le réseau des opérateurs. Comment les opérateurs vont financer le réseau pour ces sociétés-là et puis pour eux-mêmes? Merci de poser la question. Il n'y a pas de quoi. On en parlait à M. Besson, etc. Il y a un vrai problème, et c'est vrai, c'est un problème objectif, c'est que tant que les over-the-top travaillaient sur des infrastructures au niveau transport qui étaient financées
de façon incrémentale. Comme par exemple, la DSL a été une amélioration du cuivre. Donc, bon, on a investi, enfin, tous les opérateurs du monde ont investi, mais c'était incrémental. Là, pour acheminer l'accroissement gigantesque de trafic qui est créé par des gens comme YouTube, bien sûr, mais même Facebook commence à créer énormément. Vous avez vu Netflix, là on ne pourra plus tenir, et en particulier sur le mobile. Donc là, on arrive à un point où, après une période de confrontation un peu tendue entre les opérateurs, notamment aux États-Unis, et les réglementeurs avec l'affaire de la net neutralité, on sent bien maintenant que tout le monde se parle, parce que les fournisseurs comme YouTube, par exemple, Google a été le premier à pactiser avec nos équivalents à New York qui est Verizon, hein, pour le mobile. Pas pour le fixe, mais pour le mobile. Parce que, écoutez, si le débit est partagé entre tout le monde dans la salle et que YouTube vous vend des contenus vidéo en vous les faisant payer, ils ne contrôleront pas la qualité de service. Donc vous allez voir les vidéos d'un film ou de quoi que ce soit comme si vous regardiez la retransmission d'Apollo 13. Donc ça, c'est insupportable. Aujourd'hui, tout va bien parce que les YouTube et les Netflix utilisent la qualité de service qui est assurée sur le réseau fixe. Jusqu'à un certain point, on ne pourra pas aller éternellement dans cette direction-là. Donc le problème, je crois, va trouver des solutions parce que tout le monde a intérêt maintenant, enfin tout le monde a compris dans la chaîne que c'était important d'augmenter les infrastructures de transport et surtout dans le mobile. Alors, est-ce qu'on veut lancer une question de Casa? Non, il n'y a pas, apparemment, c'est très clair. Pas de question de Casa. Bon, bah, on a un beau duplex, mais pas de question. Et une autre question tout là-bas. Est-ce qu'il y a un autre micro là-bas? Non? Ok. Bon, il reste une question. Je renvoie le micro. Des questions? Merci, bonjour. Je voulais savoir, on n'a pas parlé, on parle plus tellement de l'explosion de la bulle Internet et du fait qu'on est un peu dans un cycle un peu frénétique sur la partie réseaux sociaux. Je ne vous vois pas, hein, je ne sais pas où vous êtes. Je suis là, en plein dans le spot. Oui, merci. Donc je voulais savoir un petit peu comment vous voyez ça. Est-ce qu'on n'est pas dans une frénésie un petit peu et qu'on va pas se réveiller avec une gueule de bois demain? Voilà. Alors, mon opinion personnelle, c'est que ça va s'autoréguler très rapidement parce que je pense qu'il y aura des déconvenus, pour ne pas dire de la casse, dans les 12 mois qui vont venir. Parce qu'on ne peut pas soutenir autant d'initiatives. Et vous avez vu qu'il y a quelques gros acheteurs comme Apple, Oracle, des gens comme ça qui ont d'énormes réserves et qui vont acheter. Ils ne vont pas acheter 12 fois une boîte qui fait du marketing mobile quand chacun aura pris la sienne. Mais on parle de peut-être au mieux d'un marché de 10 acteurs à acheter à chaque fois. Donc je crois que c'est ça. Et personne ne peut vivre tout seul dans ce milieu-là. On ne peut pas se développer. Il y a des exceptions comme Zynga. Mais il n'est pas impossible que Zynga soit repris ou reprenne pour grossir, par exemple Electronic Arts ou des gens comme ça. Mais ce sont des maisons qui ne pourront pas continuer seules. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y aura des problèmes, ils sont très anticipés. Tout le monde en parle aux États-Unis. Alors que la première bulle Internet, tout le monde continue à dire mais non, c'est la nouvelle économie, ça va croître, vous n'y connaissez rien, vous verrez. Et puis bon, ça n'a pas marché. Là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas une émission à la télé, il n'y a pas un article dans la presse d'affaires, enfin si vous lisez un peu la presse américaine, vous devez le voir comme moi, où on n'évoque pas le pour et le contre. Il y a encore eu un débat là, le dimanche dernier entre Horowitz, qui est un des gros WC de la Silicon Valley, et puis quelqu'un dont j'ai oublié le nom, qui est de l'autre côté, qui est un banquier, je crois, qui est contre cette frénésie actuelle, en disant attention, il faut arrêter d'investir. Je crois que ce qui va tout déterminer, à mon avis, c'est l'entrée de Facebook. Quand Facebook va annoncer ou non qu'il rentre en bourse, c'est là qu'on va voir vraiment le jeu s'établir. Parce que si vraiment ils vont être valorisés à 100 milliards, il y a beaucoup d'argent, mais il n'y a quand même pas illimité, malgré l'argent des Russes. Alors, on me fait signe qu'il faut s'arrêter. Alors, merci.